Tout ce que vous pensiez clos ne l'est pas. Les derniers documents liés à Jeffrey Epstein ne révèlent pas seulement des crimes déjà connus, ils exposent une contradiction brutale. Officiellement, l'affaire s'est arrêtée avec sa mort et l'incarcération de Ghislaine Maxwell. Mais dans les fichiers, des noms reviennent des milliers de fois, selon un résumé du Daily Mail, et pas des noms secondaires. Donald Trump, Vladimir Poutine. Des échanges, des contacts, des allusions répétées qui n'auraient jamais dû rester invisibles aussi longtemps. Ce n'est pas une histoire de tabloïd. C'est une question de pouvoir. Si des informations compromettantes existent, elles ne restent jamais neutres. Elles circulent, elles se monnaient, elles influencent des décisions qui finissent par toucher votre vie, même si vous pensez être loin de tout ça. Et voici le détail qui change tout. Ces documents étaient là depuis des années, silencieux, intacts. Alors pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que ce silence a permis entre-temps? Parce qu'une fois qu'on comprend ça, le reste de l'histoire devient impossible à ignorer. L'événement central, ce ne sont pas seulement les fichiers eux-mêmes, mais la façon dont ils ont émergé. Selon le contenu que vous avez fourni, ces révélations n'arrivent pas parce qu'une institution a décidé d'être transparente. Elles sortent parce que des élus comme Massy et Connor ont forcé leur publication, alors que le ministère de la Justice les conservait depuis des années. Officiellement, l'enquête Epstein s'était arrêtée après sa mort en détention et la condamnation de Ghislaine Maxwell. Officieusement, les documents montrent que son réseau continuait d'intéresser bien au-delà d'un simple dossier criminel. Le Daily Mail parle d'un piège à miel du KGB. Décrivant Epstein comme un intermédiaire utilisant des jeunes femmes, notamment russes, pour collecter des informations compromettantes sur des figures puissantes. Ce n'est pas présenté comme un incident isolé, mais comme une mécanique répétée avec des contacts évoqués avec Moscou, le Kremlin et des cercles proches de Vladimir Poutine. Mais posez-vous cette question. Si tout cela était connu, même partiellement, pourquoi rien n'a bougé pendant si longtemps? Et surtout, qui avait intérêt à ce que ça reste figé? L'affirmation devient plus précise à mesure que les documents sont examinés. Selon le résumé cité du Daily Mail, le dossier décrit l'empire sexuel d'Epstein comme un système de compromission avec des femmes russes acheminées pour piéger des figures connues. Le journal affirme qu'Epstein a eu de multiples échanges après sa condamnation et qu'il se vantait de son accès au Kremlin. Un détail ressort. Son nom, comme celui de Vladimir Poutine, apparaît plus d'1 millier de fois dans les fichiers mentionnés. Ce sont des faits rapportés dans le contenu que vous avez fourni. Ce qu'ils impliquent, en revanche, est plus inquiétant. Si Epstein collectait des informations compromettantes et entretenait des liens répétés avec des cercles proches du pouvoir russe, cela dépasse largement le cadre d'un réseau criminel privé. Cela ressemble à une infrastructure d'influence. Mais remarquez ce qui manque. Aucun démenti clair sur le fond, aucune explication publique détaillée sur ces contacts répétés. Seulement du silence et un dossier resté inerte pendant des années. Et c'est précisément ce vide qui alimente la suite. Parce que quand personne ne nie, la question n'est plus « est-ce vrai ?», mais « jusqu'où cela allait-il vraiment ?» À ce stade, l'histoire ne stagne pas, elle s'intensifie. Les documents ne parlent plus seulement d'Epstein et de ses crimes, mais d'un contexte politique précis. Selon le contenu fourni, ces éléments renvoient directement à l'année 2016, au moment où Donald Trump accède au pouvoir, et à une accusation qui, à l'époque, paraissait excessive, l'idée qu'il puisse être sous influence russe. Ce qui était alors perçu comme une rhétorique de campagne prend aujourd'hui une autre texture à la lumière de ces fichiers. Un fait ressort nettement. Les informations seraient restées stockées au sein du ministère de la Justice pendant des années, sans audition publique majeure, sans confrontation au Congrès. L'inférence est troublante. Ce qui aurait dû déclencher des alertes de sécurité nationale est devenu une normalité silencieuse. Comme si l'existence de possibles liens d'espionnage évoquant Moscou, Israël et des élites occidentales n'était plus assez choquante pour provoquer une réaction immédiate. C'est là que le récit bascule. Quand l'exception devient la règle, quand l'impensable se banalise, le problème n'est plus un homme ou un dossier. C'est le système qui absorbe l'anormal comme si de rien n'était. Et maintenant, la question suivante s'impose. Jusqu'où cette normalisation a-t-elle permis à d'autres acteurs d'aller encore plus loin? La contradiction devient alors impossible à ignorer. D'un côté,
Les discours officiels parlent d'indépendance de la justice et de neutralité politique. De l'autre, le contenu que vous avez fourni montre une inaction totale face à des éléments explosifs. Selon ce récit, le ministère de la Justice, sous Merrick Garland, aurait eu accès à ces informations sans engager de procédure visible au plus haut niveau. Pendant ce temps, un autre fait est rappelé avec insistance. Donald Trump est décrit comme ayant coordonné et financé une tentative de renversement du processus démocratique le 6 janvier avec des conséquences directes et violentes. Le contraste est frappant, des poursuites rapides et médiatisées pour certains dossiers secondaires, mais un silence prolongé sur des liens potentiels mêlant espionnage, compromission sexuelle et ingérence étrangère. Ce sont les faits tels qu'ils sont exposés. L'inférence, elle, est lourde. Quand les paroles promettent la rigueur, mais que les actes montrent l'évitement, le message envoyé est clair pour ceux qui observent de près. Et voici la ligne qui change définitivement la lecture de cette affaire. Si posséder des informations compromettantes protège plus qu'il n'expose, alors le pouvoir ne se situe plus dans la loi, mais dans ce que personne n'ose utiliser. Et à partir de là, la pression ne peut que monter parce que ce genre de déséquilibre ne reste jamais stable très longtemps. La tension monte d'un cran avec une série d'éléments qui s'enchaînent rapidement. D'abord, un fait indiscutable issu de votre contenu, Jeffrey Epstein meurt en détention et Ghislaine Maxwell devient la seule personne condamnée et incarcérée dans ce dossier. Ensuite, un détail précis apparaît. Maxwell aurait rencontré Todd Blanche, décrit ici comme un avocat lié à Donald Trump. Ce contact, à lui seul, relance toutes les interrogations sur ce qui se négocie encore en coulisses. Puis vient ce point que le contenu avance clairement comme une conviction, pas comme une preuve judiciaire, l'idée que la mort d'Epstein ne serait pas un suicide. C'est une inférence, mais elle s'empile sur un contexte déjà saturé de non-dits, de silence institutionnel et de décisions inexplicables. À cela s'ajoute une autre pièce. Epstein aurait continué à communiquer, à se sentir protégé, convaincu que les informations compromettantes qu'il détenait le rendaient intouchable. Tout s'accélère. Plus personne ne semble contrôler la narration. Les responsabilités se déplacent, les témoins disparaissent et le centre de gravité du dossier se resserre autour d'une seule question. Qui tient encore quoi sur qui? Et maintenant, posez-vous la question la plus simple et la plus inquiétante. Que se passe-t-il si cette mécanique continue sans jamais être stoppée? À ce moment-là, l'histoire cesse d'être abstraite et vous concerne directement. Pas Trump, pas Epstein, pas des milliardaires hors de portée. Vous. Selon le contenu fourni, ce système ne s'effondre pas sur les élites. Il se déverse vers le bas. Les seules personnes réellement punies, ce sont les exécutants visibles, les individus ordinaires. Le 6 janvier, ce sont des gens sans pouvoir, chroniquement exposés à des récits en ligne, qui ont été arrêtés, jugés et condamnés. Pendant ce temps, les flux d'argent, les organisateurs et les bénéficiaires restent hors champ. C'est un fait décrit dans le contenu. Les financements existent, les structures de soutien aussi, mais l'attention judiciaire se concentre ailleurs. L'inférence est glaçante. Quand le système protège ceux qui possèdent les leviers et écrase ceux qui n'en ont aucun, la règle devient simple. Plus vous êtes puissant, moins vous êtes exposé. Et cette logique finit toujours par s'appliquer à tout, à l'économie, à la sécurité, à la confiance collective. Si vous avez déjà eu l'impression que les règles ne s'appliquent pas de la même façon selon qui vous êtes, dites-le en commentaire, parce que cette sensation n'est pas isolée. Elle est le symptôme. Et maintenant, il faut comprendre comment un tel déséquilibre peut non seulement exister, mais durer aussi longtemps. Pour comprendre comment tout cela tient encore debout, il faut regarder le mécanisme, pas les personnages. Les faits, selon votre contenu, montrent un schéma récurrent, des informations compromettantes, des relations transnationales et une absence prolongée d'action institutionnelle. Ce n'est pas le chaos. C'est un système. Epstein n'est pas décrit comme un simple criminel isolé, mais comme un nœud reliant argent, politique, services de renseignement et influence médiatique. C'est ce que suggèrent les références répétées à Moscou, au Kremlin, à des échanges d'emails et à des opérations décrites comme stratégiques. L'inférence est plus large, mais logique. Quand le pouvoir repose sur la peur d'être exposé, la loi devient secondaire. Les incitations changent.
Personne ne gagne à faire tomber la première pièce, parce que tout l'édifice risque de suivre. Le silence devient alors une forme de stabilité. Inconfortable, mais fonctionnel pour ceux qui sont en haut. Voici l'insight dérangeant. Ce type de système ne survit pas grâce à un complot parfait, mais grâce à l'inertie, à la prudence excessive et à la peur d'ouvrir une boîte impossible à refermer. Et tant que cette peur domine, rien ne force vraiment le changement. Mais ce genre d'équilibre est fragile. Et quand il commence à se fissurer, la trajectoire qui suit n'est jamais linéaire. À partir de là, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. La première est celle de l'étouffement progressif. Les fichiers existent, ils sont publics, mais ils se diluent dans le bruit. Selon le contenu que vous avez fourni, ce scénario a déjà commencé. Des révélations massives, puis aucune action institutionnelle proportionnelle. Le temps passe, l'attention se déplace, et ce qui aurait dû provoquer une onde de choc devient une archive de plus. Dans cette voie, l'inertie gagne. Les acteurs puissants restent en place, protégés non par une décision claire, mais par l'absence de décision. La seconde trajectoire est plus instable. Elle repose sur un enchaînement. Plus de documents, plus de recoupements, plus de pression publique. Le contenu évoque déjà des liens dépassant les États-Unis, touchant l'Europe, le Brexit, des partis politiques étrangers. Si ces éléments continuent de s'assembler, le coût du silence augmente. À un moment, ne rien faire devient plus risqué que d'agir. Rien n'est écrit d'avance. Mais une chose est sûre, une dynamique est lancée. Les informations circulent, les questions s'accumulent et la prochaine étape ne dépend plus seulement de ce qui est vrai, mais de ce que chacun est prêt à laisser ignorer. Et c'est précisément à cet endroit que l'histoire est sur le point de changer de forme. Il y a une idée centrale qui relie tout ce que vous venez d'entendre et elle dépasse Epstein, Trump ou même la Russie. Les faits montrent des crimes, des contacts, des fichiers longtemps enfouis. L'inférence révèle autre chose. Le véritable pouvoir n'est pas seulement dans l'argent ou les fonctions officielles, mais dans ce que chacun sait sur l'autre et dans la peur de ce que cette vérité pourrait provoquer si elle sortait entièrement. Reformulons l'histoire en une phrase. Ce n'est pas un scandale sexuel qui menace les démocraties, c'est l'usage stratégique du silence. Quand des institutions choisissent l'inaction pour préserver une stabilité apparente, elles créent un précédent dangereux, celui où la loi s'arrête là où commence l'inconfort politique. Et voilà la boucle qui s'ouvre. Si ces fichiers n'étaient qu'un début, alors la vraie question n'est pas ce qu'ils contiennent, mais ce qu'ils annoncent. D'autres documents, d'autres connexions, d'autres noms. Ce qui vient ensuite ne sera pas plus simple, mais ce sera plus clair. Si vous voulez comprendre cette mécanique avant qu'elle ne soit diluée, suivez ce travail et restez ici. Parce que la prochaine couche de cette histoire est déjà en train de se former et elle ne concernera pas seulement le passé.